Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler, d'un sujet, très important, la stigmatisation. C'est probablement quelque chose que vous connaissez, voire même que vous avez, expérimenté pour vous-même, peut-être à cause de votre sexe, de votre, orientation sexuelle, de votre couleur de peau, de votre religion. Peut-être avez-vous, déjà rencontré la stigmatisation et la discrimination. Mais aujourd'hui, vu votre parcours, on va plutôt, s'intéresser à un phénomène, qui peut aussi vous concerner, dans votre vie personnelle, pour vos proches, mais surtout là, on va en parler pour votre vie professionnelle, la stigmatisation des gens qui ont des troubles psychiatriques. Alors c'est un sujet, alors est-ce que je vais arriver à changer de diapositive? Voilà, donc les objectifs du cours, ça va être de comprendre les mécanismes de la stigmatisation et des discriminations des personnes qui ont des troubles psychiques. Ça va être de comprendre l'impact, de ces phénomènes sur le rétablissement des personnes et puis, d'avoir un peu une idée des grands cadres de la lutte contre la stigmatisation. J'espère qu'à l'issue de ce cours, vous serez persuadés, de l'intérêt, de lutter, contre la psychophobie. Alors le plan, va suivre un petit peu les objectifs, c'est-à-dire dans un premier temps, on va s'intéresser, à qu'est-ce que la stigmatisation et puis le processus de stigmatisation, les différents niveaux de stigmatisation. Ensuite, on va voir, ses conséquences un peu pour les personnes, et dans votre pratique et enfin, on va ouvrir sur les niveaux de lutte contre la stigmatisation. Alors tout d'abord, en termes d'importance, la stigmatisation, en santé mentale, selon l'OMS, selon le ministère de la santé, en France, c'est des questions qui sont vraiment prioritaires. La question de la stigmatisation, elle est liée à la question des droits, puisque la discrimination, avant tout, c'est lié au problème des droits des usagers. Donc ça fait partie des priorités qui sont énoncées, de manière régulière par l'OMS et de manière régulière par les différents ministères. Donc c'est un enjeu qui est à la fois sur le plan de la santé publique, parce qu'il y a un certain nombre de conséquences pour la santé, c'est aussi un enjeu de justice sociale. Alors qu'est-ce que la stigmatisation? Donc on va reprendre un modèle qui est celui de Link et Phelan et qui identifie quatre composantes. Donc là, on va les définir pour la santé mentale, mais c'est des composantes qui existent pour tout un tas de choses et de conditions stigmatisées. Donc tout d'abord, pour parler de stigmatisation, il faut d'abord qu'il y ait une caractéristique qui soit étiquetée. Donc par exemple, ça peut être la couleur de peau. Dans les troubles psychiques, c'est la schizophrénie. Donc c'est l'identification par un groupe social d'un autre groupe social sur lequel on va coller une étiquette. Dans un deuxième temps, le deuxième mouvement indispensable à la stigmatisation, c'est que sur cette étiquette, sur un groupe social qui est considéré comme cohérent par un autre groupe social, on associe des stéréotypes négatifs. Alors, c'est ce qu'on appelle les préjugés. C'est le fait, par exemple, les schizophrènes, ils sont associés à des stéréotypes négatifs, comme le fait qu'ils sont dangereux, incurables, faibles. Donc ça, c'est des stéréotypes qui sont associés à ces étiquettes. Ces stéréotypes, il faut savoir que c'est des choses qui sont complètement fausses. Ça fait partie des préjugés. Ils sont avant tout identifiés à cause de mouvements de peur ou de rejet et ils n'ont pas de lien en fait avec l'étiquette. C'est quelque chose qui est lié à des enjeux de pouvoir et compétition sociale entre des groupes sociaux. Ensuite, il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait stigmatisation, il faut que la définition de ce groupe social séparé associé à des stéréotypes négatifs soit perçue comme quelque chose de différent. En fait, on n'est plus une humanité, mais il y a d'un côté des personnes qui sont eux et d'autres personnes qui sont nous. Donc, en l'occurrence, des gens qui sont normaux et puis des gens qui sont malades, anormaux, euh, en ce qui concerne les gens qui ont des troubles psychiques. Et enfin, à la suite de tout ça, il y a une discrimination. C'est-à-dire que finalement, à force de considérer qu'il s'agit de deux humanités séparées, de deux groupes sociaux différents, eh bien, il y a un empêchement d'un groupe social d'accéder aux autres à cause de la peur en fait qui traverse euh, chacun des, qui traverse un peu tout ça. Donc en l'occurrence, la discrimination, c'est des atteintes aux droits, la perte d'un statut social, puisque les personnes, du fait de leur statut, du fait de ces étiquettes, elles vont échapper un petit peu à,
aux droits fondamentaux. Alors, qu'est-ce que l'autostigmatisation? Donc, l'autostigmatisation, c'est un phénomène qui est décrit en particulier par Corrigan en 2002, et c'est un phénomène qui est très important aux cliniques psychiatriques pour comprendre un petit peu la manière dont les personnes, quand elles traversent la maladie mentale, vont être obligées de se redéfinir. En fait, contrairement à, par exemple, quand vous naissez avec une certaine couleur de peau, ou vous naissez avec un certain genre, finalement, vous grandissez avec cette étiquette. Donc, elle est contestable tout autant que les autres, mais c'est une caractéristique que vous avez depuis votre naissance. Un certain nombre d'autres de caractéristiques, qui sont des caractéristiques qu'on acquiert plus tard, sont associées à d'autres niveaux ou d'autres conséquences sur le plan de la stigmatisation. C'est le cas de la maladie mentale. C'est-à-dire que quand on grandit, en endossant, c'est-à-dire en étant habitué aux préjugés négatifs sur un groupe social, et puis qu'on se découvre faisant partie du groupe social de eux, c'est-à-dire de l'autre groupe social, c'est très et particulièrement difficile parce qu'on a eu le temps d'endosser tous ces stéréotypes négatifs. C'est en particulier ce qui explique les problèmes de redéfinition de l'identité des personnes en fonction de leur orientation sexuelle. C'est aussi ce qui explique les difficultés des personnes qui traversent des troubles psy. Par exemple, après s'être moqués toute leur vie des gens qui sont fous, vont d'un coup commencer à avoir très peur d'appartenir à ce groupe social. Donc, les stéréotypes négatifs sont retournés au sujet de soi-même, c'est-à-dire que les personnes imaginent qu'elles sont elles-mêmes incompétentes, qu'elles sont faibles, qu'elles sont incurables, qu'elles sont dangereuses. Et elles vont finalement fonctionner avec un mode d'autodiscrimination. En adhérant à ces stéréotypes négatifs, elles vont s'autodiscriminer. Elles vont rester dans le secret, elles vont lutter contre l'appartenance à ce groupe qu'elles ont rejeté en amont. Elles vont se mettre en retrait, elles vont anticiper négativement la relation aux autres et elles vont souvent préférer éviter une situation que d'échouer et donc finalement de rentrer dans l'étiquette. Et je pense que c'est des mouvements qui sont très importants à comprendre parce que finalement, toutes les personnes qui ont des troubles psychiques passent par ces phases-là et que parfois l'autodiscrimination et le retournement des stéréotypes sont particulièrement violents pour la redéfinition de l'identité qui accompagne le développement de maladies. Donc les trois formes de stigmatisation, ça va un petit peu plus loin que juste d'un côté la stigmatisation par la population générale et de l'autre côté l'autostigmatisation intériorisée par les personnes, donc le niveau 1 de cette diapositive et le niveau 3 de cette diapositive. On rajoute la stigmatisation structurelle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une stigmatisation qui est produite par la population générale, donc les préjugés, le fait que finalement il y ait une adhésion aux politiques discriminatoires, le fait qu'on n'ait pas envie de donner un appartement à une personne qu'on craigne, qu'on ait peur d'une personne souffrant avec un trouble psychique. Mais il y a aussi une stigmatisation culturelle. Et cette stigmatisation culturelle, c'est celle qui est produite par les institutions. C'est-à-dire qu'en particulier, les médias véhiculent un certain nombre de clichés. Donc ça, c'est une stigmatisation qui est interdépendante avec la stigmatisation sociale et l'autostigmatisation. C'est-à-dire que les niveaux d'autostigmatisation sont évidemment influencés, comme on l'a vu précédemment, par la stigmatisation sociale. On récupère les préjugés qui sont colportés. La stigmatisation structurelle, elle surfe un petit peu sur les passions du public. Et donc, du coup, elle va garder des gros clichés comme les personnes dangereuses, ou les victimes et tout ça. Mais ces stigmatisations structurelles, elles sont aussi produites par la loi, elles sont aussi produites par les pratiques psychiatriques. En même temps, comme tous ces niveaux sont interdépendants, agir au niveau structurel, à terme, c'est aussi agir au niveau social et donc au niveau de l'autostigmatisation. Quelles sont les conséquences de la stigmatisation, de l'autostigmatisation pour les personnes? Pour les personnes qui ont des troubles psy, souvent, donc elles développent de la honte tout d'abord, c'est-à-dire qu'il y a du secret. Il y a une espèce, on essaye de se préserver pour ne pas admettre qu'il y a des troubles psychiques. On a honte des troubles psychiques. Il y a de la culpabilité, un ressentiment d'infériorité, donc tout un effet, un des premiers articles qui a été publié sur le sujet, mesurer le niveau d'estime de soi en fonction des niveaux d'autostigmatisation, et il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là. Donc, ça a créé du stress, de l'isolement, et puis ça a un fort impact aussi sur le suicide.
Les conséquences sociales, c'est qu'il y a des attitudes voilà, de discrimination, de séparation, d'exclusion, et ça engendre un certain nombre de difficultés vis-à-vis du monde du travail. Donc on va développer un petit peu après. Les difficultés vis-à-vis du logement, et donc, in fine, des atteintes aux droits civiques. Les conséquences par rapport aux soins, c'est d'abord un défaut d'information. Les gens n'ont pas du tout envie les maladies mentales sont tellement stigmatisées que les personnes évitent de s'informer sur les troubles psychiques. Il y a des difficultés d'accès, puisque évidemment, comme il y a une lutte par rapport à ce diagnostic, on n'a pas envie d'accéder aux soins, et donc du coup, ça entraîne des retards. Tous ces retards sont des pertes de chance et entraînent à terme moins de chances de guérison pour les personnes. Les discriminations, elles ont été évaluées en 2009 par Thornycroft dans une étude sur 28 pays, et montrent que la discrimination des personnes qui ont des troubles schizophréniques, c'est vraiment quelque chose de réel, puisque 49% des personnes ont déjà expérimenté un désavantage lié au diagnostic. Donc, vous voyez, à la fois dans le réseau relationnel, dans la famille, avec le voisinage, pour trouver un emploi, pour garder un emploi, dans les relations intimes, et au niveau de la sécurité personnelle. Le fait d'avoir vécu des discriminations et d'anticiper des discriminations fait que quand on a vécu un premier désavantage lié au diagnostic, évidemment, on va ressentir le besoin de cacher le diagnostic, ou on va avoir peur de ce désavantage, et on va cacher le diagnostic, et c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc on voit que 77% des personnes dans cette étude ressentaient le besoin de cacher le diagnostic. On va prendre 2 vignettes pour illustrer un peu l'impact de la stigmatisation. Donc une première vignette, c'est au sujet de l'emploi. Il faut savoir qu'il y a seulement 11%, un peu plus de 11% des personnes qui ont une schizophrénie qui travaillent, alors qu'il y a 62% de la population générale qui travaille. Et pourtant, 70 à 90% de ces 11% de personnes avec une schizophrénie voudraient travailler. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cet écart ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi, quand il est souhaité par les personnes, c'est un ressort majeur du rétablissement. Ça veut dire que les personnes, le travail, c'est vraiment une preuve d'inclusion sociale, ça aide les gens à se rétablir, mais c'est aussi une fin en soi, c'est-à-dire c'est vraiment, pour la plupart des personnes, un aboutissement d'une vie normale. Et il faut savoir quand même, c'est un truc très important pour nous psychiatres, de lutter contre ces préjugés qu'on a aussi. Les troubles positifs ne sont pas corrélés avec les capacités de travail. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet et qui montrent que les personnes, elles peuvent travailler. Donc, finalement, ça crée vraiment un gros décalage entre la réalité du travail des personnes et les possibilités de travailler. Quand il y a un accompagnement au travail, il y a à peu près 50% des personnes qui accèdent rapidement à l'emploi, en fait. C'est-à-dire que pour le moment, c'est vraiment un défaut de prise en charge à ce niveau. Il y a vraiment une possibilité de rétablissement en passant par l'emploi. On peut expliquer cet éloignement de l'emploi par 3 grands types de causes. Tout d'abord, il y a des discriminations à l'embauche de la part des employeurs. Les employeurs qui peuvent repérer des gens avec des troubles psy vont avoir peur de les embaucher, donc discriminer ces personnes quand elles ont connaissance de séjours longs à l'hôpital ou d'existence de troubles psychiatriques. C'est aussi la faible confiance des équipes soignantes dans les capacités des personnes. Une personne qui va avoir des troubles psychiques, on ne va pas penser, quand elle a des troubles positifs, à lui dire eh ben, écoutez, il faut peut-être reprendre l'emploi, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Il y a de très bons, les équipes d'insertion professionnelle, elles ont des très bons taux de réussite auprès des personnes, même quand elles ont des troubles positifs. Donc en fait, ça crée les équipes soignantes, elles créent des prédictions autoréalisatrices en imaginant que les personnes qui ont un trouble psychique ne peuvent pas du tout travailler. Et enfin, et ça c'est aussi le ressort de l'autostigmatisation, c'est le fait que les personnes, elles intériorisent ces préjugés négatifs et elles se disent à quoi bon, finalement ça ne va pas marcher, elles anticipent des discriminations, elles ont peur d'être rejetées par les employeurs, elles ont peur de ne pas y arriver et elles préfèrent souvent éviter, renoncer, donc le retrait social, l'autodisqualification, plutôt qu'échouer dans les recherches d'emploi. Donc tout ça, ça participe au fait que les personnes qui ont une schizophrénie travaillent très très peu. Donc c'est un impact qui est vraiment très fort et qui les empêche de se rétablir. Ensuite, un impact qui est très très sombre, c'est l'impact de la stigmatisation sur la surmortalité.
Donc on sait que l'espérance de vie des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères est diminuée de 20 ans pour les hommes et de 15 ans pour les femmes. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est un scandale. C'est quelque chose qui est pluridimensionnel, donc il y a beaucoup d'explications à cette baisse d'espérance de vie, mais il y en a plusieurs qui sont liées à la stigmatisation. Tout d'abord, le fait que chez les personnes qui ont des troubles psy, du fait de la stigmatisation, elles vont plutôt éviter les soins, moins recourir aux soins, et il y a un fort pourcentage de non-recours aux soins. Finalement, le soin n'est pas forcément vécu comme quelque chose qui donne des réponses. Ensuite, il y a un autre phénomène qui s'appelle le diagnostic overshadowing, c'est-à-dire le fait que finalement le diagnostic psychique va faire de l'ombre à tous les autres diagnostics et qu'une personne qui a des troubles psy, elle va moins bien être considérée dans ses aspects somatiques. Et donc, par exemple, il y a un article qui commence à être ancien, mais qui montre que dans la prise en charge des infarctus du myocarde, en fonction des personnes, si elles ont des troubles, si elles sont étiquetées comme ayant des troubles psychiques ou non, celles qui ont des troubles psychiques ont moins d'investigations, elles reçoivent moins de traitements, elles ont des résultats plus mauvais et elles ont de plus forts taux de mortalité. Donc finalement, la présence d'un diagnostic psychiatrique peut finalement obturer l'horizon pour le médecin qui fait moins bien son travail. Et donc ça, c'est directement lié à la stigmatisation. Évidemment, dans la stigmatisation, il y a aussi la participation à la problématique du suicide, l'autostigmatisation ou le fait d'imaginer qu'il y a moins d'espoir, de perdre espoir. Et donc cette participation est probablement très importante. Voilà une autre vignette sur l'impact de la stigmatisation pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc maintenant, on va passer à la lutte contre la stigmatisation. Il faut savoir que finalement, la lutte contre la stigmatisation, toutes les luttes contre la stigmatisation s'organisent un petit peu de la même manière. Et donc finalement, il y a eu tout un tas de luttes aux États-Unis pour les droits civiques. Et finalement, elles ont toutes un petit peu les mêmes mécanismes. On peut s'inspirer de ce qui a été fait à ce niveau pour la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques. Donc il y a un premier mécanisme qui marche, qui s'appelle la discrimination positive, donc en anglais affirmative action. C'est le fait d'avoir des dispositifs spécifiques pour les personnes, mais avec une discrimination positive. Ensuite, c'est très important, le militantisme, le plaidoyer, c'est-à-dire c'est un retournement du stigmate, c'est le moment où les personnes, elles commencent à... Bon, là, il faut que je recommence à nouveau cette slide. Parce que c'est pas moi qui devais la dire celle-là, et donc du coup, excusez-moi Laura. Alors, je sais pas si je vais la faire d'ailleurs, parce que je sais pas trop si c'est pas redondant un peu avec ce que je dis après. Alors, lutter contre la stigmatisation structurelle. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre la stigmatisation structurelle? D'abord, par la loi, on peut installer des systèmes de discrimination positive pour les personnes. Par exemple, au niveau de l'emploi, ça peut être des équipes IPS, des équipes d'accompagnement intensif à l'emploi qui sont réservées pour les personnes qui ont des troubles psychiques et qui vont aller chercher des métiers vraiment pour ces personnes. Et donc, au lieu d'être à Pôle emploi, c'est quelque chose qui est plus rapide pour accéder à l'emploi. Il y a tout un niveau d'activisme et de plaidoyer. Donc, c'est très important d'avoir un discours médiatique, de faire très attention à la psychophobie. Les médias ont un impact très important sur les personnes. Et quand on entend parler des schizophrènes dans les médias, c'est pour dire qu'ils sont dangereux ou incohérents. Donc, c'est l'emploi du terme schizophrénie pour dire tout ce qui est incohérent. Et le fou dangereux, ça, c'est les deux grands... les deux grands champs de la place du schizophrène dans les médias. Et ça a un impact qui est vraiment très important. Donc l'activisme, c'est de repérer dans ce discours médiatique et d'introduire un discours positif et de l'information pour le grand public. Le plaidoyer pour les droits des personnes, c'est empêcher que la psychophobie ait un impact et lutter au niveau des droits. Donc ça veut dire faire une place un peu aux militants et aux personnes qui peuvent parler comme ça des droits des usagers. Pour lutter contre la stigmatisation et la stigmatisation structurelle, il y a aussi les pratiques psychiatriques. Tout ce qui est, par exemple, la Commission des droits a remis en question la pratique des soins sans consentement en disant que ça faisait partie des entorses aux droits
et qui stigmatisait particulièrement les personnes qui ont des troubles psychiatriques. Il y a aussi une remise en question de l'utilité des étiquettes. Alors, par exemple, on peut parler du fait qu'au Japon, ils ont finalement changé de terme autour du terme de schizophrénie et que ça aurait conduit à un changement de perception dans l'opinion. Donc il faut faire très attention déjà quand on pose une étiquette à voir toutes les représentations qui sont véhiculées par l'étiquette et l'impact qu'il y a aussi pour la personne. Il faut vraiment accompagner cette étiquette et il faut accompagner et essayer de voir si vraiment ces étiquettes ont un intérêt. Et puis ensuite, voilà, il y a des personnes qui vont un peu plus loin en pensant que changer de terme, ça permet aussi de remettre les compteurs à zéro sur le plan des préjugés. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre la stigmatisation au niveau de la stigmatisation sociale? Alors, les campagnes d'information et de déconstruction des stéréotypes ont montré une efficacité. Il y a des grosses campagnes en fait, qui ont été menées au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande et on s'est rendu compte qu'il y avait un impact très important de ces campagnes sur l'opinion publique, ou ces campagnes de pub. Et la campagne Mind au Royaume-Uni ou la campagne en Nouvelle-Zélande montraient des vrais changements dans l'opinion quant à la déconstruction des stéréotypes. Alors, il faut faire attention. Il faut voir qu'il y a certaines campagnes qui ont plutôt un effet négatif, celles qui visaient à éduquer le public au fait que la schizophrénie était une maladie avec une cause génétique. Ça n'a pas trop marché. Donc c'est d'autres types de campagnes et donc il y a un certain recul, mais c'est vrai qu'en France, on manque un peu de ces campagnes qui prennent le problème à bras le corps. Il y a toute une sensibilisation au fait que c'est un problème de justice sociale, un problème de santé publique. Donc ça, c'est le problème de la stigmatisation au sens large, des discriminations au sens large. Pour le moment, la psychophobie n'a pas eu autant de sensibilisation. Voilà, le public est moins sensibilisé au problème de la psychophobie, plus du racisme, plus du sexisme, des choses comme ça, c'est plus envisagé. Mais pour le moment, la psychophobie n'est pas encore perçue comme un problème de justice sociale et de santé publique, donc il y a tout un travail de sensibilisation à faire. D'autres choses qui marchent assez bien, c'est ce qu'on appelle le contact intergroupe, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les personnes, elles connaissent pas le groupe social et tant qu'elles considèrent que c'est un groupe social séparé, elles vont avoir tendance à stigmatiser. Quand elles sont en contact avec les personnes et qu'elles se rendent compte que c'est les mêmes, finalement, il y a moins de stigmatisation. Donc ça, par exemple, c'est un effet qu'on expérimente au quotidien, par exemple, au centre de formation rétablissement, où on se rend compte que les étudiants en travail social de l'IRTS, qui sont habitués à avoir des étudiants qui viennent se former au centre de formation au rétablissement, finalement changent complètement de perception sur les gens qui ont des troubles psychiques et ont des discours beaucoup moins stigmatisants. Enfin, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'autostigmatisation? Alors, il y a tout un pan de pratiques professionnelles qui englobe la prise en charge contre l'autostigmatisation, donc en particulier les soins orientés autour du rétablissement. Donc, il faut vraiment apprendre à véhiculer de l'espoir, à faire de l'empowerment. Il y a un gros travail de transfert d'informations pour les personnes, un travail sur les forces. Il ne faut pas qu'il n'y ait que les préjugés, mais on peut aussi travailler sur les forces de la personne qu'elle puisse se redéfinir autour de choses qui sont positives. Et puis, il y a les médiateurs de santé pair qui sont des incarnations du rétablissement qui peuvent être dans les équipes de soins et qui aident à avoir une représentation positive des gens qui ont eu des troubles psy. Donc, dans la reconnaissance de la stigmatisation et des injustices, il y a plusieurs choses qui sont possibles. C'est le fait finalement de prendre le temps avec les personnes, de parler de ce phénomène de l'autostigmatisation et de le déconstruire. On peut le faire aussi en groupe. Au centre de formation rétablissement, on utilise un guide qui s'appelle Madness and Oppression et qui aide à reconnaître les mécanismes de la stigmatisation et de retourner en fait l'acceptation en ressenti d'injustice et d'en faire vraiment finalement une lutte. Ce qui nous amène au point d'après, le retournement du stigmate, c'est quelque chose qui amène au militantisme. Donc c'est quelque chose, on a les mêmes mouvements au niveau des droits des personnes homosexuelles, des mouvements LGBT, on a la même chose au niveau des mouvements antiracistes. Donc voilà, c'est le militantisme et l'activisme. Avec par exemple la Mad Pride, c'est-à-dire de dire finalement
c'est un groupe social qui est fier de ce qu'il est et qui lutte contre la psychophobie lui-même. Il faut bien voir donc que tous ces niveaux ont des effets sur les autres niveaux, et donc l'autostigmatisation, toutes ces luttes contre l'autostigmatisation ont des effets à un niveau structurel, ont des effets au niveau social, et donc finalement à nous d'engager le cercle à l'envers de celui qui est fait actuellement, et qui est un peu un cercle vicieux, alors que là on pourrait en faire un cercle vertueux qui aiderait les personnes, toutes les gens qui peuvent participer à la Mad Pride ou à des initiatives comme ça militantes qui permettent d'afficher au grand public que finalement vivre avec des troubles psychiques, c'est quelque chose qui est possible, qu'on peut vivre bien, qu'on a des qualités, tout ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de très positif pour l'individu. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? Donc d'abord une conclusion clinique pour vous. C'est l'importance très importante de ce paramètre dans la vie des personnes concernées. Voilà, le secret, la difficulté de récupérer ses préjugés à son propre compte, comment on lutte, comment on se redéfinit avec. Et donc tout ça, ça s'appelle le rétablissement, mais voilà, c'est un parcours et il faut faire absolument attention à cet impact. Évidemment, moins la stigmatisation sera forte et plus pour les personnes, ça sera, moins pour les personnes, ça sera lourd. Donc au niveau citoyen, une conclusion importante, c'est d'être attentif aux préjugés qu'on véhicule. Les soignants véhiculent beaucoup de préjugés négatifs. C'est le groupe social qui véhicule le plus de préjugés négatifs sur les personnes qui ont des troubles psychiques sévères. Donc voilà, il faut vraiment garder une attention à ce qui est positif. Et donc il faut faire très attention aux discriminations dont sont victimes les personnes, comprendre un petit peu toute cette stigmatisation, cette discrimination dont elles vivent et essayer d'être à leur côté pour les aider à lutter contre ces injustices. Donc être attentif à ce que vous racontent les gens et à plaidoyer pour elles aussi de ce dont elles sont victimes. Et la conclusion politique publique, ça serait que finalement, pour le moment, c'est un levier qui est sous-employé pour améliorer la vie des gens. On sait que ça marche, on l'a vu dans plusieurs pays. C'est quelque chose, même sans connaître la cause des troubles psychiques ou même sans connaître un nouveau médicament qui guérisse complètement les troubles psychiques, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite et maintenant. Donc, si ce n'est pas possible au niveau structurel, on peut au moins être dans l'animation des mouvements d'autostigmatisation, dans la lutte contre la stigmatisation sociale. C'est quelque chose qui est possible tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire absolument sur le sujet? Donc, voilà, vous avez 3 références, 3 articles importants pour avoir une idée du sujet. Eh bien, je vous remercie et puis à la prochaine fois pour un nouveau cours.